Je vous propose de commencer. Et donc nous concluons cette matinée consacrée à la France par cette table ronde à laquelle j'ai le plaisir d'accueillir trois auteurs d'exercices de prospective centrés sur la France. Blanche Léridon, vous êtes directrice des études France à l'Institut Montaigne. Dylan Buffington, vous avez rédigé le rapport France 2040 de la Fondation Jean Jaurès. Et Clément Thonon, vous êtes le rapporteur général du Haut Commissariat à la stratégie et au plan. Et vous animez un exercice appelé France 2035-2050. Donc on est après l'exposé des principales tendances du début de la matinée et le travail en atelier. On est cette table ronde avec trois acteurs qui sont très proches de l'articulation entre la prospective et l'action politique, à des titres divers. Vous êtes donc tous les trois, vous êtes engagés dans des exercices de prospective destinés aux décideurs politiques, destinés à influer, à éclairer le débat politique. Et donc c'est sur cet exercice que je voudrais qu'on essaye d'échanger ce matin. Et je vais commencer par vous demander l'un après l'autre quelle est la finalité, la spécificité de l'exercice de prospective auquel vous vous êtes livré. Les deux think tanks ont appelé ça France 2040. Le Haut Commissariat a dit France 2035-2050. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose de commun dans la démarche. Et donc, je vous laisse expliquer en termes de méthode et de finalité ce qui fait la spécificité de chacun de vos exercices. Blanche, je vous propose de prendre la parole en premier. Merci beaucoup et bonjour à tous. Et merci infiniment de provoquer cette discussion, parce que c'est vrai qu'on a engagé des exercices un peu similaires et qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'en parler. Et c'est toujours agréable de pouvoir échanger avec ses pairs et en particulier sur cette matière-là. Donc nous, Montaigne a publié ce gros exercice. J'en ai amené un exemplaire avec moi. Ils sont si lourds que j'ai pas pu en amener pour l'ensemble de la salle. France 2040, qui vraiment est indissociable de ce qu'on va faire tout le long de l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser ce volume-là indépendamment de ce qu'on va faire dans les prochains mois. Pour nous, c'était la première brique d'un édifice plus global qui appelait une prise de conscience sur les grands enjeux qui feront l'élection présidentielle et celle à venir. Et donc, cette première brique, c'est vraiment poser de manière lucide et un petit peu abrupte parfois les constats sur la situation du pays. Et si, en gros, et on en vient à la dimension prospectiviste, si l'on poursuit un certain nombre de courbes telles qu'elles se dessinent depuis 15-20 ans, à quoi est-ce que ressemblera le pays en 2040. Donc c'était vraiment ça la volonté de cet objet-là, c'était de susciter une espèce d'électrochoc et de prise de conscience par nos politiques sur la gravité, parce que je pense qu'on peut la qualifier ainsi, de la situation et de l'impasse dans laquelle nous mènent un certain nombre de politiques menées en ce moment, si encore une fois ces politiques-là étaient prolongées. Donc ça, je le disais, c'est la première brique. Ensuite, nous, on est en train de faire à Montaigne le second étage de la fusée, qui est tout un travail là de documentation sur un certain nombre de grandes politiques publiques, l'éducation, le travail, l'innovation, la santé, où on va donner un certain nombre d'éléments de pédagogie clés pour bien appréhender le débat de la présidentielle et aussi une dimension de proposition qui est absente de ce volume-là. Et puis enfin, on fera tout début 2027 l'exercice que l'Institut Montaigne a toujours fait, à savoir le chiffrage et l'analyse des propositions des différents candidats. Mais encore une fois, on peut envisager ces deux exercices sans penser à celui-là dont on considère qu'il est le socle absolu. Alors en termes de méthodologie, nous on s'est basé sur plus de 800 sources et de données data uniquement en open source, data ouverte, évidemment tous les travaux de l'INSEE, de l'INED, du Haut Commissariat au plan et un tas d'autres organismes publics ou parapublics qui ont permis de nourrir cet imposant volume, doublé aussi d'échanges avec un certain nombre d'experts sur les grandes verticales thématiques que l'on a observé. Et l'idée, c'était de prendre 13 grandes thématiques
la démographie, l'environnement, l'énergie, la productivité, le financement de l'économie, la dette publique, et de regarder un petit peu, encore une fois, si on prolongeait les courbes, où est-ce que tout cela allait nous mener. Peut-être un mot, parce qu'on en parlait en introduction, sur la date. Ça a fait l'objet de beaucoup de débats en interne. Notamment, il y avait une partie de l'équipe qui pensait que 2040 était peut-être un peu trop lointain et que si on se fiait au schéma stratégique des entreprises, l'option 2035 aurait été peut-être plus recommandée. Et puis finalement, on a abouti à celui-là parce que ça nous permettait d'être à la fois... d'avoir suffisamment de liberté, disons, pour imaginer des scénarios, tout en ne basculant pas dans un futur trop lointain sur lequel il nous semblait un petit peu présomptueux, dangereux, le terme est peut-être pas le bon, mais où l'exercice devenait un petit peu plus délicat si on s'éloignait de l'horizon des 15 ans qui finalement, après moult discussions, nous semblait le plus pertinent, surtout pour un think tank comme l'Institut Montaigne, qui est un think tank qui travaille avec ces entreprises adhérentes et qui se situe, qui se projette davantage dans cette temporalité-là que dans une temporalité plus lointaine. Donc je le disais, première étape de ce rapport, c'est vraiment ces 13 grandes tendances de politique publique qu'on est allé prolonger. Pourquoi est-ce qu'on a aussi toutes voulu les mettre les unes avec les autres? C'est-à-dire que Montaigne est un think tank généraliste, donc on travaille sur tout un tas de sujets. Donc on a travaillé de manière isolée sur la santé, sur l'éducation, sur la productivité, sur l'innovation, mais on n'avait jamais tous réunis dans un même opuscule. Et là, on voulait montrer à quel point tout ça fait système et que la pression démographique, elle est indissociable de la soutenabilité de notre modèle social, qui lui-même est indissociable de la possibilité de retrouver de la productivité et de la croissance. Et donc de montrer que tous ces éléments-là, il ne fallait pas les prendre isolément, mais qu'il fallait bien montrer à quel point ils faisaient système les uns avec les autres, d'où la volonté, parce que du fait de l'épaisseur du rapport, on s'est dit à un moment donné, on va séparer, on va faire quelque chose en 13 volets, etc. Et puis non, on s'est dit, tant pis, on les garde tous, parce que la singularité de ce travail aussi, c'était de réunir tous ces sujets-là. Et en termes de méthode, il y a vraiment différents niveaux de lecture, c'est-à-dire qu'il y a des petites synthèses par thématique pour le lecteur pressé au début de chacun des chapitres. Il y a aussi des éléments beaucoup plus détaillés pour le chercheur ou la personne qui va être intéressée uniquement par une diagonale thématique, où il y a des exemples aussi illustratifs qui permettent, encore une fois, un autre niveau de lecture. Et puis, au-delà donc, de ces grandes tendances que l'on pousse et des constats que l'on peut formuler à partir de là, la toute dernière partie, c'est une partie scénario. Alors, il y a 5 scénarios qu'on a bâtis. Le premier scénario, qui est un scénario central, c'est un peu le scénario du renoncement, et c'est un peu ce que je vous décrivais, c'est de montrer un petit peu l'impasse vers laquelle on se dirige si un certain nombre de courbes se prolongent telles qu'elles ont évolué ces dernières années. Et ensuite, on essaie, dans une dynamique volontairement caricaturale, de montrer un petit peu quels sont les types de réactions politiques qui se présentent face à ce scénario-là du renoncement. Et donc, on a construit 5 scénarios, encore une fois, qui se veulent foncièrement archétypaux, pour montrer aussi un petit peu la nature de ces impasses-là. Il y a le scénario du repli, qui est celui de la protection et de l'isolement absolu. Le scénario de la retouche, qui est celui du prolongement du statu quo. Celui de la rupture, qui est celui qui viserait à imposer un certain nombre de réformes plus ou moins brutales. Et puis celui de la révocation, qui, lui, consiste à faire table rase et à repenser entièrement le système, à la fois démocratique et économique. Et l'idée, c'était pas du tout de faire le copier-coller de programmes politiques existants. On s'en inspire évidemment, parce qu'on part du réel, mais c'était plutôt de montrer un petit peu le champ des possibles, et comment est-ce qu'on arrive à répondre à la fois à la question du marasme démographique, de la stagnation de la productivité, du creusement de la dette publique et des inégalités. Et encore une fois, là, c'est le call to action pour ensuite poursuivre la stratégie que l'on engage dans la perspective de la présidentielle. Voilà, peut-être un mot pour finir sur la réception. Moi, je suis surprise, je suis arrivée à Montaigne pour la première fois il y a plus de 10 ans, en 2015. C'est la première fois qu'un rapport suscite autant de demandes sur tout le spectre, la quasi-totalité du spectre politique. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie appétence des politiques
pour ce travail-là. Donc nous, on est très heureux parce que l'idée, c'est que ce soit utile, que ce soit lu. Alors on est très lucide sur le fait que ce sera rarement lu dans son intégralité de la page 1 à la page 450. Mais c'était pas ça l'idée. Et chacun vient y piocher ce qu'il veut. Et ce qui nous rassure aussi, c'est que personne ne vient nier ou remettre en cause la fiabilité du paysage que l'on décrit et du paysage possible qui serait celui du renoncement à horizon 2040 si l'on ne fait rien. C'est-à-dire qu'il y a une forme de consensus quand même sur l'urgence à agir, ce qui pour nous est plutôt encourageant. Ensuite, reste à savoir comment est-ce que les uns et les autres se positionneront face à ce constat-là et quel type de réponse est-ce qu'ils y apporteront. Et je pense qu'une part des réponses, on les aura durant la campagne présidentielle à venir. Ils sont bien braves, les politiques, de faire appel à vous, parce que la philosophie de vos scénarios, c'est quand même de montrer que les postures politiques ne répondent pas à la réalité des besoins et des défis. Absolument. C'est ça le message du rapport, quand même. Exactement, mais ils ont intégré qu'il fallait sortir de ces postures-là et donc s'ouvrir et regarder le rapport de l'Institut Montaigne. Donc il y a un éclair de lucidité chez eux. Il y a alors un éclair de lucidité, je ne sais pas, mais en tout cas une prise de conscience chez certains et une volonté d'agir qui me paraît évidente, oui. Merci. Dylan, quel est l'état d'esprit, la finalité du rapport que vous avez rédigé pour la Fondation Jean Jaurès ? Oui, alors c'est super parce que c'est vrai qu'on a des approches qui se complètent bien. Moi, quand j'ai rejoint la Fondation Jean Jaurès en 2024 pour sortir cette première étude, en fait, ils ne faisaient pas du tout d'activité de prospective. Et ils avaient besoin d'un prospectiviste en interne qui les aide à travailler sur ces sujets. Moi, je venais plutôt du monde de l'entreprise. Et en fait, on s'est accordé sur un constat. D'abord, c'est que depuis le Covid, il y a un intérêt de plus en plus soutenu sur la prospective de la part de tout le monde, entreprise, même citoyens. On pourra gloser pendant des heures sur pourquoi, probablement le temps court, probablement le manque d'anticipation, l'impréparation. Mais en tout cas, il y avait cette fibre-là qui était en train d'émerger et qui s'est bien confirmée ensuite. Et ensuite, il y avait beaucoup de travaux de prospective qui existaient. Enfin, personne n'a attendu 2024 ou la Fondation Jean Jaurès pour faire de la prospective. Mais par contre, le petit reproche qu'on pouvait avoir, c'était qu'ils étaient très lus dans un certain cercle de gens intéressés, mais que dès qu'on sortait de ce cercle, on parlait assez peu de prospective. Et donc nous, notre parti pris, c'est de se dire il faut qu'on arrive à faire une prospective. Si on veut mobiliser les gens, et c'est aussi notre côté peut-être Jean Jaurès, mais si on veut mobiliser vraiment les citoyens plus largement, il faut les embarquer dans cette aventure-là. Et donc il faut faire de la prospective la plus démocratique possible. Et donc ça en vient aussi à notre méthodologie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'y avait pas pensé, mais en fait, on s'inscrit de manière complètement inconsciente dans l'héritage en fait, de Jean Jaurès là-dessus, puisque on pourrait dire qu'on a fait un peu ce qu'il disait sur l'armée nouvelle avec la prospective nouvelle. L'armée nouvelle, c'était sortir l'armée des experts et de l'armée et la rendre et mobiliser tous les citoyens engagés et citoyens sur ce sujet-là. Et du coup, on va pas être présomptueux, mais en tout cas, on est en train d'imaginer ce que pourrait être, s'inscrire aussi dans le fil parce que ça existe aussi déjà. Mais donc de cette peut-être prospective nouvelle qu'on essaie de développer à la Fondation. Et donc, je le disais, la méthodologie est très logique avec ça. On essaie de pousser, donc d'être lu le plus possible, et donc de pousser des scénarios très très concrets. Nous, on assume complètement s'inscrire dans le design fiction très poussé, avec une journée dans la vie de quelqu'un très concrète, avec ce sujet-là, etc. On a brassé le plus de sujets possible. On a 9 thématiques qu'on a sorties en seulement 70 pages, donc on a fait un vrai travail de synthèse là-dessus. Mais du coup, c'est sûr que c'est pas du tout la même cible que France 2040 de l'Institut Montaigne. On a essayé toujours d'être éditorialisé, narratif, avoir aussi des scénarios extrêmement archétypaux, même si ça nous a été reproché des fois d'être un peu trop, pas simpliste, mais en tout cas peut-être un peu trop archétypaux, mais on assumait ce point-là. Et ensuite se dire comment est-ce qu'on arrive vraiment à mettre en avant les impacts, les choix, et non pas être juste dans l'anticipation et à quoi ça pourrait ressembler, mais aussi de se dire, en fait, voilà, aujourd'hui, les choix qu'il faudrait faire. Dernier point sur la méthodologie, on a vraiment essayé de mettre en avant les ruptures, les signaux faibles, de dépasser un petit peu les courbes, les croisements de courbes et un petit peu les datas brutes pour se dire ok, qu'est-ce que ça pourrait donner si vraiment on va chercher, donc notre rapport va chercher fortement les ruptures et un peu les signaux faibles. L'objectif, c'était d'ouvrir la focale, donc je le disais, de montrer tout ce qui était possible. On voulait vraiment faire mentir le slogan thatchérien de pas d'alternative. On voulait montrer qu'en fait on peut aller vers complètement autre chose et qu'en fait il ne tient qu'à nous d'y aller. Et on assume aussi une certaine dimension presque utopique, mais au sens, l'autre jour je lisais une phrase de Ernst Bloch, l'utopie n'est pas une simple fuite dans l'imaginaire, mais l'exploration des possibilités qui sommeillent dans le réel. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on voulait aller chercher de l'utopie. Donc
Certaines personnes vont lire notre rapport et dire oui, mais il y a toujours des scénarios positifs et négatifs. Les positifs sont beaucoup trop utopistes, vous allez beaucoup trop loin. Mais nous, on pense qu'on est obligé, à ce moment-là, dans notre société et dans le réel, de pousser ces idées assez fortes, parce que sinon, on restera dans notre précaré et ce sera moins intéressant. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a eu un super succès. Donc c'était 2024, pareil. Sollicitations de partout, entreprises, politiques, etc. Des gens qui n'avaient jamais lu de la prospective ont commencé à lire. Et donc ensuite, on a sorti les villes. J'en reparlerai. On va sortir un travail sur la démographie. Et en septembre, c'est pas encore public, mais je vous l'annonce, on lance un observatoire du futur, justement pour de plus en plus hybrider les approches, parce que moi, tout seul, je peux faire mon travail, mais ce qu'on trouvait intéressant, c'est que la Fondation est extrêmement forte avec son angle pour décrypter le passé et le présent. Qu'est-ce qui se passait si on mettait moi avec un expert de la défense, moi avec un expert d'autres sujets, pour arriver de plus en plus à hybrider l'expertise interne et aussi externe. Donc on lance ça en septembre. Et évidemment, tout le monde est invité à nous rejoindre s'ils veulent participer à l'aventure de l'Observatoire du futur de la Fondation Jean Jaurès. Merci. Clément, vous êtes dans une position un peu différente, puisque vous êtes le rapporteur d'un organisme de l'État. Comment ça se présente de se mettre à faire de la prospective à un an d'une élection présidentielle dont chacun sait qu'elle sera la clôture d'un cycle politique commencé en 2017, et quelle est la finalité de l'exercice et quel est le public auquel il se destine? Le Haut Commissariat à la stratégie au plan, donc lointain héritier du plan à la française créé il y a tout juste 80 ans, ne découvre pas la prospective cette année. C'est intéressant d'ailleurs, je ne vais pas refaire la longue histoire du plan ici, mais la prospective apparaît au plan dans les années 60, au moment où la planification est en crise. Donc, la prospective est une façon pour le plan de se réinventer au moment où la planification à la française, qui fonctionne très bien dans les années 40 et 50, commence à s'affaiblir. Et donc c'est Pierre Massé qui décide, qui est commissaire général du plan à l'époque, qui décide en 1964 de lancer un grand exercice de prospective nationale, la France en 1980, qui sera ensuite prolongé par les différents commissaires tous les 10 à 15 ans. Et le dernier exercice, c'est Jean Pisani-Ferry qui l'a mené en 2013 de mémoire, la France dans 10 ans, qui avait été remis au président de la République de l'époque. Donc, on s'inscrit avec France 2035-2050 dans cette vieille tradition de prospective au plan. Une prospective particulière parce que, vous l'avez dit, c'est celle d'un organisme public, d'un organisme rattaché au Premier ministre, et donc d'un organisme qui n'a pas vocation à faire, comme mes collègues, de l'animation du débat public, mais plutôt de l'aide à la décision. Même si l'un n'est pas exclusif, évidemment, de l'autre. Notre prospective à nous, elle est centrée sur la préparation de la décision gouvernementale et l'élaboration des stratégies publiques. Et donc, ce qu'on va essayer de faire à ces deux horizons de temps, je vais revenir dans un instant sur ces deux horizons de temps dont on se maudit chaque jour de les avoir choisis, c'est de préparer la décision. Donc, de dessiner le portrait d'une France souhaitable et d'illustrer, de présenter les arbitrages qui se posent à nous en tant que nation pour préparer cette France de l'avenir. France 2035, France 2050. Pourquoi je dis qu'on se maudit tous les jours d'avoir choisi ces deux horizons? Parce que c'est extraordinairement difficile à faire, parce qu'ils sont différents dans leur nature. 2035, c'est demain, c'est une génération politique, c'est deux quinquennats, c'est l'horizon de la prévision, on peut tirer beaucoup de traits, on sait faire, à Bercy on sait tirer des traits à horizon 10 ans, à l'INED et ailleurs on sait tirer des traits à horizon 10 ans, et c'est l'horizon de la réforme. Donc c'est l'horizon de la prévision et de la réforme. 2050, c'est autre chose. C'est l'horizon de la prospective, pour le coup, de l'imagination. Et lorsqu'on parle de proposition, de la transformation. On peut s'autoriser à penser la transformation des modèles, à la fois politiques, administratifs et sociaux. Et donc, c'est là où je dis que c'est très dur à faire, c'est qu'ils sont différents par nature, ces deux horizons-là, et ils mobilisent des compétences et des savoir-faire un peu différents. Comment on essaye de les traiter ? On a, pour traiter ces deux horizons de temps, adopté une méthodologie extrêmement ouverte, là encore dans l'ADN du plan traditionnel. Depuis Jean Monnet, le plan est une maison de l'État très ouverte. On bosse depuis 80 ans avec des syndicalistes, avec des patrons, avec des intellectuels, avec des membres d'associations pour essayer de construire du consensus sur l'avenir du pays. Et donc on a essayé de revitaliser cette vieille tradition en créant une dizaine de groupes, de commissions du plan, comme on les appelait à l'époque, de groupes de travail, où on fait bosser toute cette société civile là, des experts, des syndicalistes, des patrons, etc.,
pour nous aider à travailler avec des gens de chez nous sur l'élaboration de nos propositions. Donc 10 groupes de travail très ouverts qui bossent depuis maintenant 6 mois, un peu plus maintenant. Deuxième innovation méthodologique pour le plan en tout cas, parce que d'autres le font très bien, je vois des représentants du ministère des Armées qui le font depuis longtemps et on s'en est beaucoup inspiré. On a fait bosser des auteurs, des artistes dans la droite ligne de la Red Team Défense qui a bien fonctionné. Ça nous a intéressés sur toute notre prospective en matière de démocratie, parce qu'on a tout un axe sur l'avenir de la démocratie. On a demandé à des scénaristes, des dessinateurs, des auteurs de science-fiction de nous aider à imaginer le futur de la démocratie française avec le scénariste de Baron Noir, etc., que vous connaissez bien. Et ça donne des résultats intéressants qui donnent à penser, et on a essayé d'hybrider l'expertise avec cette dimension un peu plus créative. Et enfin, une dimension citoyenne, puisqu'on a estimé, le haut-commissaire a estimé que faire de la prospective en chambre, même si on est encore une fois très ouvert, manquait un peu de consultation des Français et de prise de pouls de ce que pensent nos compatriotes de l'avenir du pays ou de leurs peurs, de leurs espoirs, qui pourraient utilement éclairer notre travail. Et donc on a collaboré avec le CESE pour faire une petite convention citoyenne sur les grands axes de notre rapport et pour essayer d'éclairer nos propositions de cette respiration citoyenne. On arrive au bout de l'exercice. On arrive dans le money time, comme on dit. On est en train de converger sur un rapport qui sera remis au président de la République pour le 14 juillet, a priori, avec cet objectif-là, c'est-à-dire d'aider le président, s'il le souhaite, dans la perspective de ce qu'on s'est dit tous. Et je crois qu'on partage cette volonté-là, c'est de faire que cette élection présidentielle de 2027 ne soit pas une élection ratée. Il y en a eu d'autres par le passé, une élection ratée dans le sens où elle n'aurait pas vu la compétition de programmes politiques tranchés par le suffrage universel, mais plutôt une succession de postures et donc l'absence de mandat. Donc l'idée, c'est d'éclairer le débat de cette présidentielle, d'aider le président, s'il le souhaite, à tracer les grands sujets d'avenir du pays qui ne doivent pas être occultés pendant cette campagne, et surtout de préparer l'avenir, c'est-à-dire de préparer les équipes suivantes, puisqu'on travaille étroitement avec les administrations de l'État, qui sont en train, elles, de préparer les choses suivantes, c'est-à-dire elles préparent leur stratégie pour 2027, pour que les nouvelles équipes qui arriveront, quelle que soit leur sensibilité politique, arrivent avec dans les cartons des propositions. Et donc l'idée, c'est aussi d'aider cette démarche administrative de préparation de l'avenir pour qu'en 2027, des choses puissent se lancer. Donc double, pour répondre précisément à votre question, double intérêt de cette démarche si proche des présidentielles. Un, animer ce débat présidentiel comme mes collègues sur le fond. Deux, donner au président de la République des clés pour, s'il le souhaite, s'impliquer à sa mesure et à sa hauteur dans le débat présidentiel. Et trois, préparer un travail administratif qui est en cours et qui est dormant, mais qui ne se voit pas beaucoup, mais qui est crucial, de préparation de l'agenda de gouvernement des 5 prochaines années. Merci. Parlons un peu du fond. Alors, depuis hier, on a bien compris que l'approche prospective était nécessairement systémique, et vous y avez insisté vous-même. L'intérêt de l'exercice, c'est de croiser les facteurs, les hypothèses, les tendances. C'est évidemment ce que nous avons, nous aussi, cherché à faire dans le rapport Vigie. Et cependant, parlons un peu du fond. Dans le temps qui nous est imparti, j'ai envie de demander à chacun d'entre vous le ou les deux sujets prospectifs qui vous paraissent devoir occuper une place centrale dans le débat et qui représentent des leviers, des obstacles ou des leviers essentiels pour l'action publique et l'action politique des années qui viennent. Blanche, vous commencez ? Oui, merci beaucoup. Alors c'est vrai que nous, dans les 13 grandes thématiques qu'on a analysées dans le rapport France 2040, il y en a 2 qui vraiment nous ont semblé plus structurantes que les autres. C'est vraiment le choc démographique et le choc climatique. Et puis d'ailleurs, hasard de calendrier, vous avez tous certainement vu que l'INSEE avait publié hier ses projections de population à horizon 2070, qui ne font d'ailleurs qu'aggraver les projections que l'on avait pu dessiner dans le rapport quand il est sorti il y a
un peu plus d'1 an maintenant. Donc vous l'avez sûrement vu, je ne vais pas revenir dans le détail sur les projections de l'INSEE, mais quand on voit qu'on aura une population qui pourra croître encore un tout petit peu d'ici à 2037 grâce au solde migratoire et qui ensuite déclinera pour perdre d'ici à 2070 près de 3 millions d'habitants. Je crois qu'on passerait de 60 à 65,9 millions d'habitants contre 69,8 millions en 2037. Donc tous ces chiffres-là, évidemment, même si l'INSEE est très prudente dans la façon dont elle a construit son rapport et montre bien qu'en fonction, évidemment, des flux migratoires et d'une reprise ou non de la natalité, on pourrait avoir des scénarios un petit peu différents. Mais par contre, elle est formelle sur le vieillissement de la population et ça qui, évidemment, impacte, et là, on reprend nos réflexions un petit peu systémiques, à la fois la soutenabilité de notre modèle social, notre productivité, notre capacité à innover. Et donc ça, la donne démographique et en particulier, non pas forcément uniquement la baisse de la population, parce que là, l'INSEE est plus prudente sur la véracité absolue de cette projection-là, mais par contre, sur le vieillissement, là, les prédictions sont absolument formelles. D'ici 2070, le nombre d'habitants de moins de 45 ans, baisserait de 8,9 millions, tandis que celui des personnes âgées de 45 à 64 ans serait quasi stable et celui de 65 ans et plus augmenterait de 5,8 millions. Donc on a ce phénomène de vieillissement et on en reparlera, je crois, dans le 3e tour de table si on a le temps, avec un impact absolument considérable sur la santé, sur le développement des maladies chroniques et d'autres types de pathologies liées au vieillissement des populations. Donc évidemment, pour nous, ça c'était un peu un des nœuds gordiens de l'équation 2040, c'était comment est-ce que on fait avec cette donne démographique qui aujourd'hui peut difficilement être infléchie de manière totalement radicale et durable. Et donc ça, c'est structurant, encore une fois, à la fois sur la soutenabilité de notre modèle social, sur la santé, sur l'éducation et sur tout un tas d'autres pans de notre économie, mais pas seulement. Et puis d'ailleurs, au même moment, vous avez peut-être vu hier, c'était vraiment la journée de la projection. Encore une fois, vous avez bien choisi votre date. Le corps a publié ses nouvelles projections aussi sur le déficit des retraites. Et là aussi, les chiffres vont totalement de pair avec ceux de l'INSEE, puisqu'il y a une projection d'augmentation des déficits qui est extrêmement importante. Et je crois que c'est 0,2 points de PIB par an autour de 2030, 0,9 en 2050 pour 2,4 points en 2070, ce qui est 2 fois supérieur à ce qu'on avait anticipé jusqu'à maintenant. Donc là encore, le croisement de ces deux études prouve bien à quel point la donne démographique est centrale et il faudra s'en emparer. On se doutait que le sujet des retraites allait être un petit sujet pendant la campagne présidentielle, mais là je crois qu'il faudra aller au-delà de la seule question des retraites et prendre la question démographique de manière beaucoup plus large, avec en prenant en compte bien sûr l'ensemble de ces incidences sur tous les pans que je viens de citer. Et puis deuxième élément, c'est vraiment la donne climatique qui pour nous a paru centrale là aussi pour ses effets de bord sur tout un tas d'autres sujets, sur l'énergie, sur la compétitivité, sur la croissance. Là encore, c'est des chiffres qui sont très connus, mais le réchauffement s'accélère depuis 2010. Entre 2014 et 2023, c'est plus de 2,1 degrés par rapport à la période pré-industrielle en France. Une augmentation de la longueur et du nombre des canicules dans l'Hexagone. On l'a vu encore il y a 2 semaines, on le voit moins aujourd'hui. Les sécheresses les plus extrêmes et tous ces phénomènes météorologiques que je ne vais pas décrire plus longuement. Et un sujet aussi, nous, à Montaigne, on avait publié un gros rapport il y a 2 ans qui s'appelait « Biodiversité et économie, les inséparables ». Et c'est vrai que la fragilisation des écosystèmes et de la biodiversité remet aussi en cause une large part de nos économies. Quand on sait que 50% du PIB mondial et 72% des entreprises européennes dépendent directement de la biodiversité. Donc ça nous semble absolument central. Et pour nous, c'était un message important à formuler aussi à nos entreprises adhérentes, de montrer à quel point le réchauffement climatique, les transitions environnementales sont très directement corrélées à la performance de notre économie et de l'économie mondiale au sens large. Donc vraiment, si je ne devais en retenir que 2, et Dieu sait qu'il y a une infinité d'autres paramètres qui pourraient faire l'objet d'exercices de prospective intéressants, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on intègre dans les politiques qu'on va construire dans les 5, 10, 15 prochaines années ces 2 données démographiques et environnementales.
Quand vous parlez de la biodiversité, les membres de l'Institut Montaigne sont des entreprises. Tous les lobbies d'entreprises ne sont pas des militants de la protection de la biodiversité ces derniers temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors nous, on n'est pas un lobby d'entreprise, donc ça tombe bien. Nous, on est un think tank qui travaille pour l'intérêt général. Donc précisément, c'est notre rôle de les impliquer dans cette réflexion-là et précisément de les convaincre de l'utilité de la préservation de la biodiversité. Et c'est vraiment ce qu'on s'est attelé à faire. Mais on était très agréablement surpris de voir à quel point vous avez un certain nombre d'entreprises qui sont plutôt très mobilisées sur ces sujets-là. Et alors, bien sûr, il y en a qui le sont moins. Mais nous, on a pu mener un certain nombre d'auditions. On a pu impliquer nos entreprises adhérentes dans ce sujet-là. Et on a vu beaucoup de volontarisme face au caractère dramatique des conclusions qu'on mène si, là encore, on prolonge les courbes dans les 5-10 prochaines années. Merci. Dylan, quels sont les enjeux prospectifs qui vous paraissent devoir être mis en avant ? Oui, alors comme vous l'avez dit, c'est un exercice que tout prospectif déteste faire parce qu'on croule sous la prospective verticalisée sur une thématique, des livres qui sortent en ce moment, etc. Mais en effet, on va jouer le jeu. On aurait pu parler du climat, évidemment. La technologie, qui est un sujet, en fait, nous, dans nos 9 thématiques, il y a 2 sujets où il y a assez peu de questions et assez peu de sujets qui reviennent. C'est le vieillissement. On m'a jamais, en conférence, c'est un menu. Donc, on me dit, alors, on peut faire celle-là, et donc, on fait le menu. Le vieillissement est qui est assez peu remontée. Et la technologie, qui est un sujet qui est évidemment fondamental, avec la fin de la perception d'immatérialité de la technologie qui en fait est en train de devenir extrêmement matérielle sous tous ses aspects. Et en fait, c'est un sujet qui est assez peu, qui remonte un peu. Donc on aurait pu parler de ça, mais je vais rebondir sur la démographie, en effet, parce qu'en plus, on sort dans quelques semaines notre rapport un peu prospectif annuel est sur la démographie en 2050. Et pourquoi on a fait ce sujet ? Parce que personne ne voulait parler du vieillissement quand on avait France 2040, mais aussi parce qu'en fait, on est asséné de chiffres et de courbes et de data assez brutes, et qu'en fait, les gens, quand on leur demande en entreprise, ont du mal à se projeter sur ce que ça veut dire concrètement, en fait, une population qui, la dénatalité, voilà, et aller plus loin. On nous assène le rarement démographique, etc., mais en fait, ça ressemblera à quoi à ce moment-là ? Donc c'est exactement dans cette logique que je disais tout à l'heure, qui est de rendre ça assez concret, avec les biais qu'une telle approche peut avoir, hein, évidemment, mais en tout cas, essayer de le rendre tangible. Et donc, on a essayé de faire 4 scénarios, qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Le premier, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe si on assume ce vieillissement ? On l'a appelé le vieillissement assuré. On assume qu'on a une population sur 4 qui a plus de 65 ans, une personne sur 7 qui a plus de 75 ans. Et à quoi ressemble cette France concrètement ? Et alors, on va jusqu'à l'organisation urbaine, la taille des panneaux, etc. Donc, on pose toutes ces questions de quelle est l'adaptation qu'il faut qu'on fasse dans le travail, l'espace public, je le disais, la technologie aussi, pour aussi montrer que si c'est ça le chemin qu'on prend, s'il y a du renoncement et qu'on va ce chemin-là, c'est pas un chaos absolu, mais il faut s'y préparer et donc il faut mettre les choses en place pour aussi sortir de l'image très négative de dépopulation absolue, etc. Évidemment, il y a des choses qui vont devoir évoluer, mais c'est faisable et il faut juste qu'on s'y prépare. Deuxième, c'était une forte politique nataliste, donc deuxième scénario. Qu'est-ce qui se passe si on décide de mettre vraiment presque plus qu'un natalisme, un familialisme, une politique familiale très forte, tel que c'est le cas en Corée, en Hongrie. Voilà, on a regardé un peu les exemples mondiaux qui en fait basculent assez vite vers quelque chose d'assez traditionnaliste et en fait dont les effets, n'importe qui a creusé le sujet, sont extrêmement limités. Même si les effets sur la natalité sont limités, par contre les effets sociaux sur les femmes, sur les familles, etc. peuvent être là très négatifs. Et donc on a un peu tendance, quand on dit natalité, à repartir bien en tête sur ce genre de programme, très fiscal, très financier, très distribution de chèques un peu à toutes les familles. Et en fait, c'est un effet assez négatif. Donc ça, on voulait faire attention là-dessus et poser à quoi ressemblerait cette France-là avec une telle politique. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont pas d'enfants ? Voilà. Troisième scénario qu'on a voulu creuser, c'est sur l'immigration. Pareil, on s'est dit, et si on se dit la solution, elle n'est pas interne, elle est externe, et on change complètement. Alors là, on est vraiment 180 degrés par rapport à aujourd'hui, mais on se dit, il faut attirer. Il y a des pays, je crois que c'est le Canada, qui fait des publicités dans certaines villes, dans le métro de certaines villes africaines, dans les transports de certaines villes africaines, pour attirer une immigration choisie. Donc d'autres ont une posture complètement différente. Nous, si c'est notre scénario, et si on veut aller vers ça, parce qu'on se dit on n'y arrivera pas naturellement, on est en train de prendre du retard. Donc on voulait poser aussi à quoi ressemblera ce scénario-là, avec évidemment tous les enjeux
de crise de débat, de crise identitaire, etc., qu'on pourra avoir, mais en tout cas poser ça de manière très concrète. Et le dernier, évidemment, le scénario vers lequel on essaie de pousser, qu'on a appelé le natalisme progressiste, on essaie d'inventer, imaginer ce que pourrait être ce natalisme un peu progressiste du XXIe siècle. Et évidemment, la réponse, elle est complètement holistique. Et en fait, on touche assez peu, on voit les effets sont assez peu forts en fiscalité. Par contre, c'est le logement, c'est la garde, c'est la fertilité, qui est un sujet qui est aujourd'hui assez en retrait. Et quand on regarde même les leads, on a beaucoup creusé. Beaucoup de gens disent oui, mais c'est pas vraiment un sujet, alors que nous, on pense que ça va être un sujet dans les 30 ans à venir, beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Les enjeux de solitude, d'égalité homme-femme. Et donc, en fait, c'est une capacité à embrasser tous ces éléments qui sont assez peu natalistes, en fait, mais en fait, en les embrassant, on arrivera à travailler, même si quand on lit, on n'inverse jamais une courbe de natalité. On arrive à calmer un peu les choses, mais on ne va pas commencer à tous reavoir des enfants. Mais voilà, comment on fait un atterrissage un peu en douceur. Donc ça, c'est la thématique. Après, je voulais parler d'un angle qui est important, qui est le local, qui était aussi un angle sur lequel on a beaucoup travaillé l'année dernière, c'est qu'on a cette perception de la prospective, et donc nous, on s'est battu pour un peu la casser, très surplombante, très haute, très descendante, des nationales, globales, et en fait, les gens ont du mal à se l'approprier aussi pour cette raison-là, et donc on a beaucoup travaillé sur le local, et donc comment on arrive à inverser, et donc ça, c'est une des solutions auxquelles on y croit beaucoup, à inverser la logique, à repartir, à avoir quelque chose de plus ascendant, bottom-up en bon français, pour vraiment embrasser la diversité des différents territoires et des différentes échelles, même physiques et géographiques, pour mobiliser beaucoup plus facilement les gens sur leur territoire et sur leur capacité à s'organiser individuellement et en collectif, et aussi à être plus efficace finalement, parce qu'on a beaucoup eu l'impression pendant longtemps que si on descendait quelque chose, surtout dans notre pays, ça serait plus efficace. Et en fait, quand on regarde toutes nos études, alors là, je sors de la prospective, mais la Fondation, c'est des sujets de confiance. En fait, il faut les réembarquer et il faut repartir du terrain pour remonter. Donc je pense que ça, c'est aussi une réflexion à avoir. Évidemment, on n'abandonne pas le descendant, mais comment on peut avoir une approche prospective qui est beaucoup plus ascendante que descendante. Merci. Clément, vos thèmes de prédilection dans cet exercice de préparation de la décision publique? C'est top, j'allais dire la démographie et le climat, donc je vais essayer de changer, d'inventer 2 autres sujets, pour pas être redondant. Évidemment, la démographie nous obsède, comme mes collègues, c'est obsédant parce que ça percute l'ensemble de notre modèle social, de l'organisation de nos services publics, l'aménagement du territoire, enfin, vous savez tout ça par cœur. Le climat, pour des raisons évidentes. Si je dois être original et trouver 2 autres sujets, on va faire un chapitre dans notre exercice de prospective qui est un chapitre depuis que le plan fait de la prospective et que je trouve intéressant. Depuis les années 60, le plan, dans son exercice de prospective, fait un chapitre sur les loisirs, la culture, l'avenir de l'homme avec un grand H. Un chapitre un peu plus littéraire, un peu plus diffus que les grands chapitres productivistes traditionnels du plan sur l'économie, etc., etc. Et donc on va faire un chapitre sur les modes et les lieux de vie. Et ça, je crois que c'est intéressant parce qu'il y a plein de tendances sociétales qui se produisent dans notre pays, qui sont un peu à bas bruit, qui sont liées au sujet qu'on vient d'évoquer, à la natalité, etc., la solitude, l'émergence des écrans. On va évidemment évoquer la consommation de stupéfiants dans ce pays qui est en train de changer du tout au tout. Les jeunes consomment de moins en moins de drogue. Pourquoi la drogue devient une consommation, en tout cas les drogues dures, consommation d'entrée sur le marché du travail? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Comment se passent les déterminants de la mise en couple, qui est aussi quelque chose dans les déterminants de la démographie qui est très important? Quelles seront les attentes et les modes de vie de la génération des sexagénaires, qui va, par la force des choses, être une génération entre fin de travail de plus en plus, puisqu'on travaillera de plus en plus tard, nouvelles aspirations, ils s'occuperont de leurs parents, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Donc, quelles sont l'aspiration de cette génération des sexas? C'est quelque chose qu'on va essayer d'explorer. Les familles monoparentales, vous savez que la France est un leader européen de la famille monoparentale. Bref, tous ces signaux faibles, toutes ces évolutions sociétales, l'évolution des loisirs, etc., c'est quelque chose qu'on va essayer d'explorer, qui nous semble assez fécond, intéressant et un peu différenciant. Et le deuxième sujet, pardon, là je passe du tout au tout, du très concret au très stratosphérique, c'est le cadre dans lequel tout ça va s'inscrire en 2050, c'est-à-dire l'organisation du monde. On a tout un chapitre sur les recompositions mondiales, notamment recomposition commerciale,
géoéconomique, avec un focus important sur le conflit ou la confrontation sino-américaine, et l'avenir du multilatéralisme dans ce cadre. Parce qu'encore une fois, ce cadre mondial, ce n'est pas une donnée, c'est une dynamique qui va profondément influer la façon dont la France va se développer dans les années à venir. Donc on a sorti un rapport que je vous signale parce qu'il a fait un peu de bruit, il est en train de faire bouger quelques lignes à Bruxelles sur le choc chinois que l'Europe est en train de traverser, avec des chiffres assez chocs. On a essayé de documenter pays par pays européen, secteur par secteur industriel, l'impact de la concurrence chinoise sur notre prospérité. Sans aucun scoop, c'est assez terrifiant. À peu près 55% du cœur industriel de l'Europe, c'est-à-dire du cœur de notre prospérité. Et quand je dis cœur de notre prospérité, c'est le cœur de notre solidarité, parce qu'on a développé des modèles sociaux fondés sur cette prospérité-là. Donc ciment, machines-outils, acier, pharma, etc., qui sont en risque de disparition ou quasi dans les 5 à 10 prochaines années, face à un compétiteur qui est égal ou supérieur technologiquement et de l'ordre de 30% moins cher. Égal ou supérieur technologiquement et de l'ordre de 30% moins cher. C'est la première fois dans l'histoire de la France, de l'Europe, que nous faisons face à une telle situation économique. Et donc, on essaie de documenter, de tirer les traits sur l'impact de ce choc chinois qui, encore une fois, est absolument massif et va bouleverser les équilibres mondiaux parce qu'on voit la réplique en termes de protectionnisme américain, de recomposition des flux mondiaux, etc., etc. Donc, voilà, si j'avais 2 sujets à évoquer pour être un peu différent de la démographie et le climat, qui encore une fois sont des macro-tendances absolument cruciales. Ce sont ces enjeux sociétaux qui se passent en ce moment un peu à bas bruit et qui sont très, très dimensionnants pour l'avenir du pays. Et c'est au contraire ces grandes tendances macroéconomiques extrêmement importantes. Est-ce que vous pensez tous les trois que le travail que vous menez pourrait conduire à mettre en scène une forme de débat public, de débat politique dans la préparation de la présidentielle, plus éclairé peut-être, ou sur un terrain différent de celui des postures politiques auxquelles on assiste déjà, mais on est dans le moment de l'excès de candidature, donc tout ça va se décanter petit à petit. Mais est-ce qu'il y a un rôle politique à faire jouer à la prospective dans les mois qui viennent, et comment vous y prendriez ? En tout cas, c'est tout l'objectif, encore une fois, nous, de notre initiative, et je comprends aussi celle du Haut-Commissariat au Plan, celle de la Fondation Jean Jaurès, c'est vraiment de créer aussi un momentum pendant cette campagne où on n'est pas uniquement soit dans le déclinisme, soit dans le court-termisme, mais où on arrive aussi à projeter une vision pour le pays et pour son avenir. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que quand je regarde l'enquête Fracture française qu'on conduit en partenariat notamment avec la Fondation Jean Jaurès et avec Ipsos, sur quoi est-ce que les Français sont d'accord ? Qu'est-ce qui fait consensus aujourd'hui dans notre pays ? L'obsession du déclin, le sentiment que c'était mieux avant. C'est-à-dire que vous n'avez aucun chiffre qui soit aussi haut que la conviction partagée que la France est en déclin, que nos enfants vivront dans des conditions moins bonnes que les nôtres. Et donc, comment est-ce qu'on réussit à inverser ce paradigme-là du commun uniquement autour du pessimisme, de la défiance et du déclinisme ? Et donc, comment est-ce qu'on se projette ? Alors, malheureusement, quand on se projette, les tendances ne sont pas nécessairement très heureuses. Mais comment est-ce que le politique peut réussir à réaffirmer qu'il peut inverser les tendances, donc qu'il a un rôle, qu'il a un poids, et contrer un petit peu cette idée qui s'est quand même très largement installée dans les opinions publiques, pas uniquement en France, ces dernières années, d'une espèce d'impossibilité politique, que de toute façon tout ça ne dépend plus de nous mais des empires ou de la bureaucratie supranationale européenne. Et donc je crois vraiment que cette campagne elle est importante, on l'a dit déjà pendant le débat. Là on clôt une séquence politique comme on en aura rarement close ces dernières décennies, et donc tout est à réinventer, tout est à construire, et je crois qu'il faut arriver à avoir un discours lucide de projection et réussir. C'est vrai que nous, Montaigne, on a vraiment fait un exercice qui est déprimant, mais je trouve ça super que des acteurs comme la Fondation Jean Jaurès arrivent aussi à construire des futurs désirables, parce que ça, c'est aussi le rôle du politique, alors en le faisant avec sérieux, avec crédibilité, et pas uniquement en
étant dans le fantasme. Mais je crois qu'il y a aussi, c'est ça qui est merveilleux avec la prospective, c'est aussi ce qui vous projette en avant, là où certains essaient de capitaliser uniquement sur l'obsession du déclin et du c'était mieux avant. Donc je crois que quand même la prospective offre dans cette perspective-là des projections un peu plus réjouissantes. Alors là, je vais être peut-être plus pessimiste de mon côté, ou en tout cas à court terme, parce que je pense que tant que les politiques, et on en rencontre tous les deux régulièrement, oublient leur rôle de politique et pensent qu'ils sont devenus comptables de finances publiques et aussi qu'ils ont du mal à se projeter. Et encore, moi, il y a quelques mois, j'en ai un qui m'a dit que de toute façon, personne n'est élu sur un programme, on n'est élu que sur une personne. Je veux dire, tant que cette génération-là, elle n'évolue pas, on va être assez bloqué. Là où je suis plus positif, et l'angle qu'on a pris aussi à la Fondation, c'est que si on arrive à embarquer, en fait, les politiques, c'est juste le miroir d'une société. Donc si on arrive à embarquer les citoyens sur cette envie de changement, sur ces scénarios, sur cette perspective de dire, en fait, il existe quelque chose d'autre qui est possible et je veux aller vers là, qui est ces débats, cette énergie un peu démocratique qu'on a eu tendance à oublier ces dernières décennies, voilà, en contrecarrant et en passant aussi par les entreprises, je suis plus optimiste sur cette perspective-là que 2027 et aller essayer d'insuffler des idées aux politiques. Alors, puisqu'on parle d'enquête auprès des Français, quand on demande aux Français quels sont les sujets de politique publique qui leur paraissent être les plus importants, les plus préoccupants, le sujet qui tient le numéro 1 dans toutes les enquêtes, c'est la santé. Qu'est-ce que le travail de prospective peut apporter dans les propositions justement que les politiques vont faire? Aujourd'hui, le débat, il porte essentiellement sur les déserts médicaux, l'accès aux soins et l'équilibre financier du système de santé. Est-ce que la prospective permet de dire quelque chose de plus et de dessiner des possibilités d'avenir sur cette question-là? Clément? Est-ce que vous me permettez, avant de vous répondre, de répondre à votre question précédente? Et je répondrai aux deux en même temps. Sur la question précédente, nous on se pose, et je crois que c'est sain, en permanence la question de notre utilité. Et je crois que tous ceux qui sont dans le monde des idées, qui essaient d'imaginer le futur, se posent en permanence cette question. Et donc la question qui m'intéresse, moi, c'est de savoir comment on influence la décision. Comment ce qu'on va imaginer dans nos travaux de prospective et dans nos travaux de proposition, d'analyse, embraye sur la décision publique. Ça, c'est notre obsession. On est plutôt bien placé auprès du Premier ministre pour ce faire, mais en réalité, on n'y arrive pas tant que ça. Donc on est en train de réfléchir avec Clément Beaune, et on fera des propositions dans le cadre de l'élection présidentielle, et on pense que c'est un enjeu, comment on retrouve une forme de planification à la française. C'est-à-dire comment on crée ce chaînage entre la prospective, qui éclaire l'avenir, le débat démocratique et la décision publique qui a des effets dans le réel. Et tant qu'on n'aura pas ce chaînage, on aura beau faire tous les plus beaux rapports France 2040, 35-50, 70, 120, la vérité c'est qu'on n'y arrivera pas. Il y a une question d'éthique politique, c'est vrai, mais il y a une question d'organisation institutionnelle. Donc ça me semble très important. On a des outils juridiques qui existent, qui sont en sommeil, qui s'appellent les lois de plan, et qui sont très intéressants à ressusciter. Le Portugal fait voter tous les ans une loi des grandes options par son Parlement pour souder une majorité autour d'un programme de gouvernement qui ensuite éclaire le processus budgétaire. Les Pays-Bas ont un organisme comme le plan qui prépare aussi la décision et la délibération budgétaire. Donc je crois qu'il faut qu'en France on retrouve une espèce de réflexion sur la planification, évidemment pas à la Jean Monnet et pas à la planification des années 50, mais une forme de planification démocratique du XXIe siècle. Pardon, je ferme la parenthèse. Sur la santé, j'ai pas grand-chose à vous dire pour la simple et bonne raison que le plan, de manière traditionnelle, pour une raison que j'ignore, je suis arrivé au plan il y a 1 an, travaille très peu sur la santé. Parce que le ministère de la Santé, je ne sais pas s'il y a des représentants du ministère de la Santé dans la salle, a toujours réussi à se protéger de nous et a toujours réussi à nous empêcher de travailler sur ces sujets-là, d'une part, et d'autre part, parce qu'il y a peut-être une question aussi de compétences, comme le plan était traditionnellement économique, social et de plus en plus environnemental, on s'est tenu assez loin des sujets de santé. C'est une erreur. C'est une erreur. Donc, dès l'année prochaine, dans notre programme de travail, on va avoir des sujets sur la santé à l'agenda, notamment sur la question de l'impact des nouvelles technologies sur notre système de santé et sur les questions de gouvernance, ville-hôpital,
médecin traitant versus équipe traitante, parcours de soins. Donc essayer de repenser la structure, puisque encore une fois je salue nos amis du ministère de la Santé s'ils sont là, ils sont peut-être pas là, tant mieux d'ailleurs. Quand l'avenir de la gouvernance du ministère de la Santé est pensé au ministère de la Santé, ça donne des choses souvent très conservatrices par nature. Et donc on va essayer d'être un peu plus originaux pour penser l'hôpital notamment de demain. C'est intéressant ce que vous dites, parce que dans les administrations françaises, le ministère de la Santé se distingue par le fait qu'il n'a pas de service de prospective, contrairement à d'autres qui sont en effet présents dans la salle. Blanche ? Oui, rapidement, merci déjà de poser cette question. Moi, j'avais rédigé une petite note en 2020, tout début 2025, qui faisait le bilan, alors à grands traits, de l'année électorale 2024. C'était une des années où on a le plus voté dans l'histoire de nos démocraties modernes. Et j'essaie de tirer un certain nombre de conclusions, de grandes lignes de partage dans ces différentes élections. On avait voté aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, alors que ce n'était pas prévu. Et la santé était vraiment le sujet qui pâtissait du plus grand hiatus entre intérêt des citoyens et traitement politico-médiatique. C'est-à-dire que partout, aux États-Unis, au Royaume-Uni notamment, la santé était priorité numéro 1 de l'électorat, et ça arrivait mais très très loin dans les statistiques de traitement, à la fois par les politiques dans leur programme et de portage médiatique aussi dans la presse et les médias de chacun des pays étudiés. Donc il y a un impératif effectivement à adresser ce sujet-là, et la prospective peut aider en lien avec un certain nombre de chiffres qu'on vient d'évoquer sur le vieillissement de la population. Un quart des Français qui auront plus de 65 ans à horizon 2040. Nous, c'est la conclusion à laquelle on arrive en se fiant évidemment sur les données de l'INSEE dans le rapport. Donc près de 5 millions qui dépasseront 85 ans à ce même horizon. Et donc, qu'est-ce que ça signifie en termes d'explosion des maladies chroniques ? Là encore, ce serait environ 20 millions de personnes en ALD à horizon 2040, avec aussi l'émergence de nouvelles pathologies liées en particulier au changement climatique. Donc là aussi, la prospective peut nous aider. Alors, encore une fois, tout ça n'est pas forcément réjouissant, mais au moins avoir une conscience de ce qui arrive. Et nous, Montaigne, il y a deux gros angles, parce que nous, pour le coup, c'est vraiment la santé, un sujet depuis le jour 1. Et c'est sûrement lié aussi un petit peu à la façon dont Montaigne a été créé, puisque Claude Bébéar, le fondateur de l'Institut Montaigne, était aussi le fondateur d'AXA. Donc, dans toute la famille Montaigne, les enjeux de santé ont toujours été très, très prioritaires. Et nous, il y a deux grands chantiers qu'on a ouverts il y a plusieurs années et qu'on continue à suivre de très près. C'est l'impératif de la pluriannualité et celui de la prévention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à voter des projets de loi de financement de la sécurité sociale de manière annuelle, alors que c'est des sujets qui doivent s'appréhender sur le long terme. Et bien sûr, la question de la prévention, on sait qu'en France, on est assez mauvais sur la prévention primaire, notamment par rapport à certains de nos voisins. Et donc, c'est se dire comment est-ce que, plutôt que guérir, est-ce qu'on anticipe et est-ce qu'on prévient un certain nombre de pathologies dont on sait qu'une détection précoce peut être absolument, changer absolument la donne dans la prise en charge. Et sur notre projet de loi de financement de la sécurité sociale pluriannuel, l'idée, c'est pas uniquement d'être dans une perspective budgétaire, mais aussi de s'interroger, mais ce sera quoi les nouvelles maladies de demain ? Effectivement, comment est-ce que les nouvelles technologies, l'IA préventive, peut nous permettre d'identifier. Alors ça fait un peu peur aujourd'hui de se dire que grâce à un certain nombre de nouvelles technologies, on peut se dire à 20 ans à peu près de quel type de pathologie est-ce qu'on pourrait souffrir dans 20, 30, 40 ans. Mais il y a des choses qui se développent, qui sont très intéressantes et qu'il faut pouvoir appréhender. Et donc ça, la logique pluriannuelle et l'effort porté sur la prévention nous semblent être deux priorités absolument centrales. Sur la santé, c'est une thématique que j'aime bien aborder parce que toutes les thématiques ne sont pas très positives ou optimistes dans France 2040, mais celle-là est celle où il y a peut-être le plus d'opportunités pour être optimiste. On parle même dans le rapport d'un nouvel âge d'or médical potentiel, avec tout ce qu'on disait sur la prévention grâce à la technologie, le diagnostic de plus en plus personnalisé, non invasif, les nouveaux types de traitements, la médecine génomique, le traitement du cancer, etc. Donc on imagine des lendemains qui chantent davantage que sur d'autres points, même s'il y a évidemment 3 enjeux qu'il faut garder en tête.
Si on le fait un peu schématiquement, la première moitié du XXIe siècle sera centrée sur la lutte contre les affections chroniques et dégénératives, et la deuxième moitié du siècle sera sur la lutte contre les affections environnementales. Et l'enjeu, c'est pas d'attendre 2049 pour commencer à traiter la deuxième partie. C'est les allergies, c'est 50% de la population dans quelques décennies, avec des formes de plus en plus sévères, x3 de risque de pandémie, les pollutions, les ordres climatiques, tout ce qu'on sait. Donc c'est maintenant qu'il faudrait se préparer. Si on attend, comme sur tous les sujets, on va la prendre de plein fouet. Ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est la santé mentale, qui commence à émerger et qui va être un sujet de plus en plus fort. On parle de santé mentale de ce qu'on sait aujourd'hui. Il y a le sujet de neurodiversité qui commence à émerger et aussi toute la résilience mentale qu'il va falloir avoir et comportementale face aux défis et aux crises et aux transformations qui vont arriver. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne prépare pas du tout non plus. Quand on a travaillé sur les villes, on parlait de toute cette résilience face aux crises dans les villes qu'il faut avoir. Et aujourd'hui, c'est un impensé absolu de la résilience individuelle, mentale par rapport à ces crises. Et après, le dernier enjeu, qui est l'inégalité possible face à ce nouvel âge d'or médical. Évidemment, inégalité économique, avec des traitements qui sont de plus en plus chers. La prévention aussi, qui peut être de plus en plus chère, plus elle est technologique. Territoriale, je reviens à mon dada, mais comment on s'assure qu'on est traité partout et qu'il n'y ait pas une fracture encore plus forte qu'aujourd'hui qui s'ouvre face à des traitements qui exigent de plus en plus de technologie ou de science. Et aussi idéologique, parce qu'on va avoir des ruptures aussi dans l'envie. Blanche commence à l'évoquer. Est-ce que j'ai envie de faire cette prévention algorithmique, etc. Et donc comment on traite aussi ces sujets de gens qui commencent à vraiment avoir des fractures en termes de croyances dans la médecine. On est au tout début de ça, mais ça va s'accélérer. Et une fois qu'on a posé ça, là derrière, on peut se poser la question de bonus-malus de comportement, de périmètre du système public, même de répartition entre les professionnels de santé, médecins, infirmiers, pharmaciens, etc., les nouveaux besoins de pédagogie. Mais pour nous, c'est des sujets qui sont des moyens. Et il faudrait déjà commencer à tracer un peu la vision qu'on a de ces 50 prochaines années sur la santé. Très bien, merci beaucoup. Je crois que vous avez démontré que l'approche prospective permettait de créer un langage commun pour discuter des options qu'on a devant nous, et que les sujets que vous avez abordés ont fait écho à ceux qui ont été traités dans les ateliers ce matin. Donc merci beaucoup pour votre contribution, et j'espère qu'on aura à nouveau l'occasion de poursuivre cette conversation.